Et si château se déroulait ailleurs que dans un château? Et si château oubliait ses donjons, ses douves, ses ponts-levis pour la quiétude d'un cloître, pour découvrir des gisants historiques, pour visiter une prison à la sinistre réputation? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Bienvenue à l'abbaye de Fontevraud, où je vous promets une visite royale avec en BO le meilleur de la Britpop. Richard Cœur de Lion oblige. Château, c'est pas dans un château, mais c'est parti. Allez, suivez le guide. Martin, merci de m'accueillir dans cet endroit exceptionnel. C'est une abbaye, mais c'est une abbaye très particulière. Racontez-nous son histoire. Elle naît au XIe siècle, très exactement en 1101, avec un moine, prédicateur, un peu fou, on dirait aujourd'hui, qui s'appelle Robert d'Arbrissel. Il arrive de Bretagne, s'installe ici à Fontevraud. Fontevraud, c'est aux confins de l'Anjou, du Poitou et du Maine. Et en fait, c'est un lieu stratégique parce que à la croisée de trois grandes régions. Et il installe ici une communauté d'hommes et de femmes, surtout de femmes d'ailleurs, qu'il trouve au bord des routes, abandonnées. Et il décide avec elles de fonder une communauté basée évidemment sur la charité chrétienne. Alors donc, il est tourné vers les pauvres. Jusqu'ici, j'allais dire rien de très original. Par contre, il a envie, lui, de mettre l'accent particulièrement sur les femmes, parce que beaucoup de femmes étaient délaissées. La pauvreté touchait tout le monde, mais beaucoup plus les femmes, puisque si elles étaient veuves, si elles étaient filles mères, si elles étaient sans dot, elles étaient abandonnées. Abandonnées, absolument. Et donc Absolument. lui décide vraiment de, j'allais dire, de porter son attention sur ces femmes-là, et il va faire un genre de communauté mixte. Au fond, c'est un peu une communauté hippie qui commence ici. Exactement. Et Robert d'Arbrissel, voilà, cette communauté grandit et les puissances de l'époque, autant temporelles que spirituelles, vont commencer à regarder ça de plus près et vont lui dire, écoute, tu prêches l'évangile, au milieu de cette communauté d'hommes, de femmes, il va être temps que tu écrives une règle ou alors on arrête tout. Voilà. Et il va écrire une règle qui s'appelle la règle de Fontevraud, la règle fontevriste. Il fonde ici le premier monastère, le monastère de Fontevraud, en 1101. Sauf que c'est révolutionnaire pour l'époque, encore une fois, c'est un monastère mixte. Mixte, double, voilà, un ordre double. On appelle ça double à l'époque. Oui, absolument, avec des hommes et des femmes. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est que sur son lit de mort, en 1116, Robert d'Arbrissel transmet Fontevraud, non pas à un homme pour diriger Fontevraud, mais à une femme, Pétronie de Chemillé. Pétronie. Absolument. Et 36 mères abbesses vont se succéder jusqu'à la Révolution française. On va garder cette tradition intacte, on va traverser toutes les époques jusqu'à la Révolution, et ce seront toujours des femmes patronnes de Fontevraud. Absolument. Qui va prospérer d'une manière incroyable. Incroyable, dans l'Europe entière, avec à son apogée jusqu'à plus de 150 prieurés. En France, en Espagne, en Angleterre. Sur cette règle-là, c'est-à-dire une règle mixte, c'est absolument, ça? absolument. Dirigée par des femmes? Absolument. Alors cette puissance va attirer les puissants qui vont décider de se faire enterrer ici. Et ici, ça va être une nécropole. Absolument. J'allais dire. Parmi les puissants, il y a une des mères abbesses qui était une tante de Henri II Plantagenet, duc de Normandie et puis roi d'Angleterre, qui s'est mariée avec Aliénor d'Aquitaine. Oh, racontez pas tout, je crois que j'ai rendez-vous maintenant avec Nicolas qui va me J'en dis pas raconter plus. les gisants célèbres qui sont ici. Wow. Bonjour Nicolas. Bonjour. On est dans cette abbaye de Fontevraud qui va devenir très vite, qui va prospérer. Là, encore aujourd'hui, elle est incroyable. On a l'impression qu'elle est contemporaine, tellement elle est bien conservée, tellement elle est flamboyante. J'ai l'impression que ça vibre. Vous allez me raconter ce qui se passe ici, Nicolas.
Alors ici, nous rentrons dans l'église principale de cette grande abbaye royale. Et cette église, elle date du XIIe siècle. Robert d'Arbrissel, qui en est le fondateur, c'était un excellent prédicateur. Et du coup, il a su amasser pas mal d'argent pour construire très rapidement cette église. Parce que ça abbatiale. rapportait de l'argent d'être prédicateur? Oui, oui, tout à fait. Hein. Il faisait des prêches et autour de lui, il avait un projet de réunir à la fois des gens modestes et puis des gens riches, dans un but bien sûr de salut. Et donc ça a permis l'édification de cette église. Un but de salut, ça veut dire qu'on soit sûr d'être bien placé au paradis. C'est ça, tout à fait. Donc si on veut être sûr, même si on a fait 2-3 broutilles et tout, on donne un peu d'argent, ou parfois beaucoup d'argent, C'est ça. et les moines disent, bon allez, on va t'aider à t'élever, c'est Et ça? Tout à fait. Alors, si on faisait prier les moines pour qu'on s'élève au paradis, le fin du fin, c'était d'être inhumé dans une église. Pour le coup, là, on était à peu près sûr, en côtoyant Dieu tous les jours, d'y être, non? Tout à D'une fait. certaine manière. On va dire, à côté de la tombe du fondateur, vont venir se faire enterrer des personnalités, avec notamment Aliénor d'Aquitaine. Alors, Aliénor d'Aquitaine qui s'est mariée avec un Plantagenet, donc du coup qui va donner toute l'Aquitaine aux Anglais, qui va être d'une certaine manière responsable de la guerre de 100 ans. Elle est où, ce personnage controversé? Dites-moi pas qu'elle est là. Elle est juste là, Mais non. en effet. C'est elle, Aliénor? Tout à fait. Dites-moi, Nicolas, c'est quand même une meuf qui a fait cramer des femmes et des enfants dans une église, non? Alors il y a aussi une légende noire, hein, bien sûr, Noire, mais elle est un peu vraie, non? d'Aliénor. C'est Game of Thrones un peu, non? Oui, c'est tout à fait Game of Thrones, puisque avec son mari Henri II, qu'elle va faire enterrer à Fontevraud, c'est le Il est premier. à côté, Henri Ouais. II? Henri II, il meurt à Chinon. Avant elle? Ouais, il meurt à Chinon, donc pas très loin d'ici. Donc Henri II, Plantagenet, on est Henri II d'accord. Plantagenet, Donc un Anglais. comte d'Anjou. Comte Non, il est d'Anjou. surtout comte d'Anjou au départ. Il est comte d'Anjou. Et il revendique en effet le royaume d'Angleterre. Il devient roi d'Angleterre, ce qui fait que Aliénor, qui a été déjà précédemment reine de France, devient duchesse d'Aquitaine, ce qu'elle était, et reine d'Angleterre. Ah ouais, donc personnage Donc, surpuissant. voilà. Dites-moi, elle est représentée... Alors lui, il est représenté avec... c'est une flûte traversière? Non. Des formations professionnelles, Ouais. non, là c'est un petit sceptre. Hein, C'est un sceptre. Un sceptre de mince, roi. sobre. Tout à fait. Par contre, elle, c'est un livre. Elle voulait montrer qu'elle était érudite. Qu'elle était érudite, hein, elle a appuyé, je dirais, le développement de l'art et notamment de la poésie courtoise. Hein. Donc finalement, c'était une... On va retenir d'elle les bons côtés. Elle était mécène, elle était ouverte, elle a eu 10 enfants et elle était d'une efficacité politique remarquable. Qui sont les deux autres? Alors, au fond, nous avons son fils, Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, il est là. Tout à fait. Ah, Hein. moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Richard Cœur de Lion. Je l'aimais beaucoup. C'est toute l'épopée. C'est Robin des Bois. Robin des Bois, tout à fait. On est au cinéma. Il est prisonnier dans une croisade et on va verser une rançon pour lui. Et son C'est ça. frère, le méchant, Jean Santerre, veut le tenir loin. Il n'a pas envie qu'il revienne. C'est quoi. tout à fait ça. Donc Richard, au retour de la croisade, est fait en effet prisonnier. Et Aliénor va s'activer finalement pour rassembler une rançon qui est colossale à l'époque. Donc elle va être active. Aliénor, elle est active pour sa famille. Elle va bien sûr soutenir son fils favori, hein, qui est Richard, et qui, quand il se prend un carreau d'arbalète, va décéder, bien sûr. Et Aliénor, dans sa logique, finalement, après son mari, enterre son fils. Alors, cette femme remarquable, elle représente à la fois la puissance féminine et en même temps, c'est ce qui marque cette abbaye qui est quand même très orientée du côté du pouvoir féminin, puisque ce sont des abbesses qui vont se succéder jusqu'à la Révolution française. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la Révolution française, les biens de l'Église sont confisqués. L'abbaye est pillée, ou plus exactement démantelée. On démonte les fenêtres qu'on revend, on vend le mobilier, etc. Donc elle est, je dirais, dépouillée de son décor. Et donc, tout simplement, le bâtiment est laissé à l'abandon. Et puis, Napoléon arrive, repense le système, je dirais, judiciaire. Il va faire de la prison une véritable peine en tant que telle. Et il va chercher Ça veut dire quoi, il va faire de la prison une véritable peine? C'est-à-dire que dans l'Ancien Régime,
La prison n'est pas pensée comme une peine, c'est juste un lieu transitoire entre le crime ou le délit et puis un châtiment qui est souvent un châtiment soit financier, soit corporel. Ok. Et là, Napoléon pense vraiment la prison comme un lieu de peine. Et du coup, il n'y a pas d'architecture carcérale proprement à ce moment-là. Il y a des bâtiments qui sont vides, c'est des mètres carrés, et il se dit, on va installer des prisons dans les anciennes abbayes. Why does it always rain on me? Why does it always rain on? Ah, me dites pas qu'ils étaient enfermés Si, dans ces cellules-là individuelles comme ça. dans ces cellules... Aussi minuscules, on voit encore la trace des cheveux, regardez sur le mur. Tout à fait. À la tête de lit, il y a le plâtre qui est enduit du gras des chevaux de détenus qui se sont succédés pendant 150 ans ici. Mais c'est pas vrai. Mais ça représente déjà, je dirais, presque un progrès de confort, puisque avant c'était des dortoirs collectifs. Et quand on est en dortoir collectif, ce sont des lieux qui ne sont pas très sécurisés pour les détenus entre eux. Et du coup, à un moment, on décide de privilégier des cellules individuelles, notamment pour dormir, sachant que la journée, ils vont dans les manufactures travailler. Quelle époque? Là, c'est milieu 19e. Milieu 19e. Ouais, il y a eu, au début du 19e siècle, aussi bien des hommes, des femmes que des enfants. Des enfants? Oui. Dans les registres d'écrou, le plus jeune a 6 ans. 6 ans? Donc voilà, début 19e siècle. Début 19e siècle, c'est Victor Hugo, c'est ça? On est en effet dans Les Misérables. Et donc on appelle ça les cages à poules, puisque le plafond est fabriqué en grillage de cages à poules. D'accord, ok. Ça a été en activité jusqu'à quand, cette prison? Alors officiellement, ça ferme en 1963. C'est hier? C'est hier. Et même les derniers détenus, il en reste une trentaine, qui vont être sur site jusqu'en 1985. Mais non. Oui. Cette prison, elle avait une mauvaise réputation. Ah oui, c'était une des pires de France. Pourquoi? Notamment parce que le froid, la mauvaise nourriture. Et ils en mouraient. Et ils en mouraient, en effet. On voit une surmortalité par rapport au reste de la population. Waouh. Ok. Donc Fontevraud, c'est le ciel et l'enfer. Et tout à fait. Un lieu de rédemption, mais deux époques différentes. They spun away. Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser la grille du parc, à venir en famille ou entre amis découvrir l'incroyable abbaye de Fontevraud. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château ou ailleurs. D'ici là, soyez comme Richard, rugissez de tout votre cœur.